Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci d'être avec nous, vous êtes ensemble. On est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe David et nos vraies voix du jour, Philippe Bilger, et Sébastien Ménard et François Pupponi. Et vous, au 0826 300 300, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Un djihadiste pour voisin, c'est l'angoisse que vivent depuis plusieurs mois les habitants de Lure en Haute-Saône. Karim Mohamed Agad, fiché S de 34 ans, frère d'un des terroristes du Bataclan, a été assigné à résidence en attendant son expulsion. Quand on a su ça, franchement, on a été choqués. Pourquoi qu'on l'a mis ici à Lure? Pourquoi Lure? Nous, on veut être tranquille. Moi, j'ai exprimé un désaccord et aujourd'hui, nous en sommes là. Moi, je considère que ma position, elle était extrêmement claire. Je ne souhaitais pas que cette personne reste sur le territoire luron. J'ai demandé une solution. Je n'ai pas été entendu. Il faut bien qu'il soit quelque part. C'est pas lui forcément qui a choisi d'être à Lure. Il aurait pu être à Angoulême ou être au Havre. Voilà, aujourd'hui, il est ici. C'est pas de sa faute à lui. Et tout le monde à la trouille, c'est le témoignage du maire de Lure en Haute-Saône. Un djihadiste donc passé en Syrie, frère d'un des terroristes du Bataclan, y est assigné à résidence. Impossible de le renvoyer dans son pays d'origine, que ce soit l'Algérie ou le Maroc. Alors parlons vrai, est-ce qu'un bras de fer pourrait faire plier les pays qui refusent de recevoir leurs ressortissants? Et à cette question, djihadiste assigné à résidence à Lure, sommes-nous dans une impasse juridique? Vous dites oui à 88%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Élodie Journeau est avec nous, avocate en droit des étrangers. Maître, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation à Sud Radio. Philippe Bilger. Si je comprends bien la question de Sud Radio, elle nous interroge sur les possibilités qu'on a d'agir en ce qui concerne, au-delà du cas de ce djihadiste à Lure. Moi, je pense qu'il suffirait, enfin c'est déjà beaucoup, de mettre en œuvre ce dont nous disposons, par exemple à l'égard de l'Algérie ou d'autres pays. On a des moyens qui sont disponibles dans notre état de droit pour faire des pressions légitimes, pour imposer un certain nombre de mesures. Je ne les rappellerai pas, l'ambassadeur Driancourt en a parlé, l'aide au développement, les visas, compliquer la vie des agents diplomatiques sur notre territoire. On peut faire des choses. Et en même temps, si j'étais dans la situation des habitants de Lure, je ne sais pas comment on les appelle, je n'ose dire les Lurons. Si, c'est les Lurons, il a dit, c'est le territoire luron, le maire. Je ne crois pas que j'aurais peur, fondamentalement. Mais je peux comprendre l'angoisse collective. Ouais. Là, on parle d'un djihadiste étranger. Oui. Alors, il était français. Il était français. L'échange de nationalité 2023. Qui n'est plus national, avec la loi votée sous Hollande sur la... où on pouvait perdre la double nationalité, rappelez-vous. Hein. Mais on ne parle pas des djihadistes français qui ont été libérés. Non, c'est un autre dossier. Oui. Là, les gens ont peur d'avoir à côté de chez eux un gars assigné à résidence. Mais combien on en a actuellement dans les rues de nos villes, libres? Celui qui a tué Ivan Colonna, il avait tué à Bagram, il avait tellement tué que les talibans avaient dit aux Américains, reprenez-le, celui-là, on n'arrive plus à le gérer, donc les Américains nous le rendent. Il avait été condamné à 8 ans de prison. Il devait sortir 6 mois après. Qu'il a tué Ivan Colonna. Donc il allait sortir dans la rue parce qu'il est français. Voilà. Les djihadistes sont actuellement gardés, dont 800 Français, par les Kurdes en Syrie. D'où la convocation, enfin l'invitation faite par le président de la République pour que le nouveau responsable syrien vienne en France pour voir comment on gère tout ça. On est au devant d'une situation apocalyptique, avec ces djihadistes qui vous rentrent sur le terrain. Là, on parle d'un cas particulier, mais il y a tous ceux qui sont en liberté. Non, le cas qui est là, c'est qu'il est apatride aujourd'hui. Non, il est encore maroco-algérien ou algéro-marocain. Oui, enfin pour l'instant, il est considéré, ce que disent les gens, comme apatride. Sébastien Ménard. C'est tout le débat qu'on a sur ce qui va être l'état de droit et tout ce qui est finalement dans ces zones grises. Parce que là, on est très clairement dans la zone grise de l'état de droit. Donc, moi, je fais partie de ceux qui pensent que, évidemment, l'état de droit, c'est quelque chose qui donne des droits, des devoirs, permet à tous les citoyens de penser, de vivre librement et d'avoir aussi droit à cette deuxième chance.
Mais il y a des trucs sur lesquels j'ai clairement du mal à imaginer que l'état de droit et quelque part ces fameuses zones grises, monsieur le procureur, empêchent le bon citoyen, quelque part, de vivre paisiblement, d'élever ses enfants tranquillement et à la société de poursuivre normalement son juste fonctionnement. Et c'est là où, à un moment donné, je pense qu'il doit y avoir des mesures dérogatoires exceptionnelles. Genre, sous quelle manière, sous quelle forme, etc. Je ne sais pas. C'est pas mon métier et je suis pas suffisamment créatif en la matière. Mais on ne peut pas rester sans une solution technique, juridique, politique face à cette espèce voilà, on est dans un espèce de zone grise. On ne sait pas où, on sait pas ce qu'on peut faire. Maître Élodie Journeau, vous êtes avocate en droit des étrangers. Est-ce qu'on n'est pas désarmé face à ce cas de figure, par exemple, et comme d'autres, hein, évidemment? Bonsoir. Du point de vue juridique, on est arrivé à la limite de ce que le droit peut faire. Là, on est dans une étape qui est diplomatique et aux négociations entre les pays. On doit avoir la délivrance de ce laissez-passer afin de pouvoir remettre ce ressortissant à l'un de ces pays de nationalité. Et pour ça, c'est de la discussion politique, en effet. Mais qu'est-ce que nous autorise le droit? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit en faire aujourd'hui si nous, enfin, il est effectivement déchu de la nationalité française, on ne peut pas le garder et personne ne le veut. On fait quoi? C'est quoi la... Alors, contrairement à ce qu'on entendait tout à l'heure, monsieur n'est pas apatride. Si la France a décidé d'une déchéance de nationalité, c'est qu'elle avait suffisamment d'éléments pour pouvoir vérifier que cette personne pouvait se réclamer d'une autre nationalité, qu'elle en ait les papiers d'identité ou pas. Et donc, qu'il soit apatride ou non, on n'a pas le droit juste d'envoyer quelqu'un de n'importe où. Il faut qu'il y ait un accord entre les autorités. Philippe Bilger, Maître Journeau, je suis étonné par le fait que, par exemple, la France, malgré les conseils qui lui sont donnés, hésite à utiliser les armes qu'elle a le droit d'utiliser pour régler parfois ses rapports avec des pays étrangers réticents. À votre avis, cela vient-il du fait qu'elle craint des rétorsions de la part de ces États étrangers? Il me semble que c'est ce qu'on voit depuis plusieurs années, les tensions qui sont nées justement de la volonté de la France de diminuer le nombre de visas parce que d'autres États refusent le retour de leurs ressortissants. Alors, de leurs ressortissants ou de ressortissants qu'ils ne reconnaissent pas comme les leurs. Donc, oui, techniquement, il y a des possibilités diplomatiques, mais quant à les mettre en œuvre, pour le coup, ça n'est pas ma spécialité. Il y a la solution italienne, hein, qui est de trouver un pays transitoire où on transfère ces étrangers en situation irrégulière. C'est ce qu'a fait l'Angleterre avec le Rwanda. Avec le Rwanda, l'Italie aussi. Et donc, moyennant argent, tant que le pays d'origine n'accepte pas le retour de son ressortissant. Oui, mais vous savez comme moi que les juridictions anglaises ont annulé justement cet accord en estimant qu'il portait atteinte justement aux dispositions légales applicables en la matière. Et l'Albanie, le débat est encore sur la question. Absolument, mais l'Albanie, c'est avec l'Italie. C'est avec l'Italie, l'Albanie. Oui, avec l'Italie, oui. Vous avez le président. Et là, pour l'instant, ça n'est pas tranché. Et cette solution-là, en l'état, elle porte également atteinte à la législation en place. Ce n'est pas possible, ce n'est pas une alternative envisageable pour le moment. Donc pour l'instant, on est changer tout. Dans un vide juridique, donc. C'est pas un vide juridique. Le droit peut aller jusqu'à un certain endroit, mais en même temps, si les pays ne veulent pas récupérer une personne, on ne va pas les lâcher au milieu de la Méditerranée. Soit nous les gardons, soit nous les donnons à leurs autorités. On ne peut pas imposer à un pays tiers, tout comme nous, on ne peut pas nous imposer de récupérer quelqu'un. Est-ce qu'on n'aurait pas la possibilité, maître, de répondre favorablement à j'ai entendu en tout cas un président sud-américain faire une proposition qui n'a pas l'air si fantaisiste que ça, c'est de dire, je crois que c'est le président de l'Équateur, qui a dit à Donald Trump, vous avez des problématiques sur le sol américain, mais vous avez de l'argent. Voilà, si vous n'avez pas, vous avez des problématiques politiques ou des problématiques logistiques pour pouvoir embastiller des gens, bah nous on peut les prendre en charge moyennant une rémunération. Est-ce que quelque part, je dis ça et ce n'est pas provocateur, et ce n'est pas avec les pays d'Afrique. Est-ce qu'on ne pourrait pas quelque part solliciter et répondre favorablement à un pays tiers qui pour le coup est capable de régler le problème en tout cas. Et le dit Journaux très rapidement s'il vous plaît.
Alors, je ne peux pas me prononcer sur la légalité de ces mesures dans le droit américain ou sud-américain, mais en l'espèce, non. En l'état de notre droit européen et français, ça n'est pas possible. Merci beaucoup, Élodie Journeau, d'avoir été avec nous, avocate des droits des étrangers. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci, François Pupponi. Merci beaucoup, Sébastien Ménard. Philippe David, on se retrouve dans un instant avec un sujet important, puisqu'on va parler d'hospitalisation à domicile pour désengorger les hôpitaux.